Bonjour à tous, je m'appelle Kenza Ibnatia et je suis chef de produit intelligence artificielle chez Microsoft France. Bonjour, je suis Henrik Lopez, directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft France. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour cet épisode lié aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle dans le cadre de Explore IA, un rendez-vous 100% digital organisé par le collectif Impact AI. Impact AI, c'est une association loi 1901, c'est un collectif de réflexion et d'action autour de l'intelligence artificielle qui rassemble aujourd'hui 70 organisations de toutes industries pour œuvrer dans le but d'une intelligence artificielle éthique et à impact positif. Alors du 25 mai au 5 juin, le collectif organise cet événement Exploria pour diffuser du contenu à destination de la sensibilisation de l'ensemble des populations sur l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre, Microsoft, comme membre fondateur d'Impact IA, nous vous proposons d'explorer l'AI Business School. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'outils qui nous permettent d'être plus agiles, d'être plus efficaces, notamment face à des crises dans lesquelles nous sommes actuellement, peut-être pour pouvoir les anticiper, pour pouvoir trouver des solutions et avoir un impact également positif dans nos vies. Et nous pensons que l'AI Business School est un bon moyen, au travers de ce MOOC en ligne, de sensibiliser les dirigeants et les managers, les décideurs à l'intelligence artificielle, car l'IA n'est pas un sujet uniquement pour les populations techniques. Et vous, managers, dirigeants d'organisations, d'entreprises, vous êtes certainement les vecteurs du changement et de l'innovation. Donc, allons-y, Kenza, entamons ce nouvel épisode. Yes, donc à l'occasion d'Exploria, on décline l'AI Business School en 5 épisodes quotidiens pour vous donner, vous décideurs métiers, les clés d'utilisation de l'IA. Donc on abordera les cas d'usage rapidement actionnables jusqu'à l'intégration de l'IA à toute votre stratégie d'entreprise, histoire vraiment de vous donner un maximum de bases de l'IA et de vous permettre d'entrevoir un peu plus clairement ce que l'IA peut concrètement vous apporter. Donc aujourd'hui, on aborde l'épisode numéro 3 de la semaine AI Business School, qui traite un des piliers de l'AI Business School, les enjeux éthiques autour de l'IA. Les autres piliers ont été traités hier, avant-hier et seront également traités demain et après-demain et seront également disponibles en replay. On reviendra là-dessus à la fin du webinaire. On y va! On démarre. Alors, pour parler un peu des enjeux éthiques autour de l'IA, on va revenir un petit peu sur notre propre parcours autour de l'intelligence artificielle chez Microsoft. Car notre engagement éthique autour de l'IA fait aujourd'hui partie de notre ADN. Il va s'articuler autour de 3 piliers, 3 étapes importantes de notre parcours. Tout d'abord, première étape, établir des principes directeurs autour de l'intelligence artificielle avant de passer à une seconde étape qui est la mise en pratique de ces principes. Et pour finir, sur comment est-ce qu'on s'équipe d'un point de vue outil pour veiller à une mise en pratique efficace, efficiente de ces principes autour de l'IA. Donc pour commencer par les principes, donc le socle fondateur de cette vision éthique de l'IA, nous avons établi au niveau de Microsoft une liste de 6 principes directeurs. 6 principes qui vont être la base de notre vision et de notre engagement pour une IA responsable et une IA de confiance. Alors ces 6 principes sont l'équité, la faisabilité, l'inclusion, la confidentialité, et le respect des données privées, la transparence de l'IA et des algorithmes d'IA, et enfin la responsabilité en tant qu'artisan, en tant que décideur IA. Alors on va rentrer dans le détail de chacun de ces principes avec Henrik. Donc on va commencer par l'équité. Alors, si on parle d'équité, on va déjà commencer par essayer de l'illustrer. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple un petit peu simple. Si je prends l'ensemble des données des salaires des hommes et l'ensemble des données des salaires des femmes à job équivalent, que je mets ça dans un moteur algorithmique pour faire une recommandation de salaire,
j'aurai certainement un résultat qui fonctionnera, mais qui sera biaisé, puisqu'on sait pertinemment que les salaires des femmes ne sont pas équivalents aux salaires des hommes. Donc aujourd'hui, favoriser une IA éthique, c'est faire attention à ce côté biaisé des données. Et on peut avoir des données qui sont biaisées sans vraiment s'en rendre compte. L'exemple qu'on a là sur ce slide, c'est une des premières publications de chercheurs Microsoft sur ce domaine, où en analysant des textes, si je puis dire, courants, ils se sont rendus compte que par défaut, les mots masculins étaient plus employés quand on parlait de computer, d'ordinateur, etc. Et c'était plutôt des mots à caractère ou à genre féminin quand on parlait d'activités liées au foyer et à la maison. Et même sur une langue anglaise qui est un petit peu moins genrée que la langue française, on a ce type de biais par défaut. Un autre exemple qui est aussi tristement célèbre, c'est un exemple d'application. L'application FaceApp que vous pouvez aujourd'hui télécharger et qui vous permet à partir de la photo de votre visage d'appliquer des filtres pour soit se rajeunir, soit se vieillir, soit si on est un homme devenir une femme et inversement. Et puis vous avez créé un filtre qui s'appelait Hot, qui nous permettait d'être, je sais pas, plus sexy. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce filtre, si on l'utilisait alors qu'on était une personne de couleur de peau foncée, en l'occurrence, vous le voyez sur la capture d'écran, là, une personne à couleur de peau foncée devenait blanche. Et aujourd'hui, l'explication était assez simple, c'est que le modèle algorithmique avait été entraîné principalement sur des peaux blanches. Donc on avait généré effectivement un biais dans le service que rendait ce filtre. Donc si on a effectivement bien compris l'enjeu de l'équité, et en tout cas l'impact que ça peut avoir, il est extrêmement important de s'assurer que l'on va créer, utiliser, modéliser une solution d'intelligence artificielle qui va être respectueuse de l'équité. Donc ici, vous avez quelques considérations clés sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. J'en retiendrai que une ou deux, qui est de se dire aujourd'hui, si on veut favoriser cette équité, il y a un travail à faire sur la donnée, s'assurer qu'effectivement on n'a pas une donnée biaisée, s'assurer également qu'on a une bonne représentativité au niveau des équipes qui vont travailler à concevoir, imaginer, bâtir ou qui vont être impliqués dans les modèles algorithmiques ou dans la solution d'intelligence artificielle et bien entendu y intégrer l'évaluation d'humains sur cette solution. Mais vous avez d'autres exemples qui sont mentionnés là. On va maintenant passer à un autre principe que Kenza va nous décrire. Merci Henrik. Donc effectivement, on va passer au principe de responsabilité. Alors il est vrai qu'on est convaincu aujourd'hui que les individus et les organisations qui conçoivent et déploient les systèmes d'IA doivent être responsables du fonctionnement de ces systèmes. Donc on parle de l'individu au sens artisan de l'IA, du développeur, du data scientist, jusqu'à l'organisation, donc des entreprises comme Microsoft ou d'autres, à l'origine de certains systèmes d'IA. Alors c'est vrai que cette responsabilité, elle va être particulièrement cruciale quand on pense à certaines technologies d'IA qui peuvent être relativement sensibles dans leur utilisation. Par exemple, la reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale, donc bien sûr, on connaît certains cas d'utilisation de la reconnaissance faciale qui sont un peu douteux, en tout cas qui prêtent à débat, notamment voilà, dans certains États, l'utilisation de la reconnaissance faciale pour suivre, contrôler les individus à l'échelle même au niveau de leur identité, de leur comportement, donc l'utilisation par des forces de l'ordre qui peut vraiment être remise en cause.
Après, on a aussi d'autres types d'utilisation de la reconnaissance faciale qui ont un impact sociétal clairement positif, hein. On pense aussi à certains États qui utilisent la reconnaissance faciale plus, par exemple, pour retrouver des enfants qui ont disparu. Donc ça, voilà, c'est, on va dire, une même technologie, mais des utilisations différentes et dont certaines qui peuvent être dangereuses. Donc, alors par rapport à la reconnaissance faciale, Microsoft a publiquement exigé et s'est prononcé sur l'importance de la mise en place d'une réglementation de cette technologie. On a d'ailleurs élaboré 6 principes pour partager des instructions aux organisations pour qu'elles fassent un usage de cette technologie de manière la plus responsable possible. Après, au-delà de la reconnaissance faciale, voilà, on va avoir la même question sur d'autres technologies d'IA qui peuvent donner lieu à certaines préoccupations. Donc c'est pour ça que c'est important dans cette démarche d'intelligence artificielle au sens large, vraiment d'adopter une posture de vigilance quand on est acteur de l'IA, quand on est artisan de l'IA, et vraiment d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de toute faille et utilisation à mauvais escient éventuel de la technologie d'IA. Donc on a par exemple établi à notre échelle certaines recommandations qui peuvent être utiles à certaines organisations quand elles implémentent des systèmes d'IA. Typiquement, alors on ne va pas rentrer dans la liste, mais on peut penser qu'il est important de s'assurer que les personnes, notamment les collaborateurs qui vont utiliser les systèmes d'IA, soient formés et soient sensibilisés à l'usage de cette IA pour qu'ils soient vigilants et qu'ils soient aussi qu'ils soient en fait nos garde-fous finalement dans notre utilisation de l'IA, qu'ils puissent lever la main s'il y a un risque identifié. On peut aussi s'assurer de garder des spécialistes qui ont les attitudes IA adéquates dans la boucle de manière continue pour veiller au suivi dans le temps de nos systèmes d'IA. Alors, ça, c'était quelques exemples. Et bon, à titre plus spécifique de Microsoft, on peut prendre un exemple d'utilisation de l'IA qui a un petit peu mal tourné, qui est l'exemple du bot Tay. Donc le bot T, c'était un bot qui a été utilisé sur les réseaux sociaux aux États-Unis, qui au début effectivement était censé interagir avec tous les types de populations sur les réseaux sociaux, qui se comportait plutôt bien au début, et puis au fur et à mesure a fait l'objet, on va dire, de certains jeux, certaines personnes sur les réseaux sociaux qui se sont amusées à lui enseigner des propos un peu extrêmes, voire même nazis, et finalement le bot a appris de ces données et est lui-même devenu très virulent sur des sujets extrémistes. Donc ce bot a été retiré des réseaux sociaux et Microsoft en a tiré beaucoup d'apprentissage, a assumé sa responsabilité sur cette expérience qui a mal tourné et qui a utilisé tout cet apprentissage pour améliorer les projets d'agents conversationnels qui ont suivi T. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a notamment Zo, qui est un nouveau bot avec qui tout se passe plutôt bien et qui a du coup à tirer parti des learnings de l'expérience T. Je voulais aussi vous parler par rapport à la responsabilité, on va dire la subjectivité parfois de l'approche qu'on peut avoir sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, quand on juge certaines situations d'utilisation de l'IA. Donc je voulais prendre comme exemple le trolley dilemma ou le moral machine. Donc pour vous donner un peu plus de contexte, la moral machine, c'est une plateforme en ligne qui a été développée par le MIT et qui présente des problématiques, des dilemmes moraux, en présentant à chaque fois aux populations qui visitent la plateforme 2 choix de décision, toutes les 2 bien sûr destructives aux personnes. Donc un exemple de situation, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est les freins d'une voiture autonome ne répondent plus, on a 2 choix, soit on continue tout droit et la voiture s'encastre dans un mur de béton, 2 morts, en l'occurrence un couple de médecins, soit on braque à gauche et on fonce dans un passage piéton et on tue au passage 5 bébés en poussette. Donc, les gens sont invités à répondre à ces dilemmes et la plateforme collecte les informations. Et les résultats servent de base de réflexion et de recherche autour des systèmes d'IA qui présentent une problématique éthique, comme par exemple les véhicules autonomes.
Donc ces dilemmes sont tous des variations du trolley dilemma et vous avez sur la plateforme Moral Machine justement la présentation des résultats avec les différences par pays selon les groupes qui ont répondu à ces dilemmes. Et ce qui est super intéressant, là vous voyez l'exemple de la France sur le slide, mais effectivement on a de grosses différences culturelles entre par exemple, on va avoir entre le Japon qui va préférer préserver les personnes âgées, la France qui va être un peu plus clémente, on va dire, envers les personnes plus jeunes, l'Inde qui va être beaucoup plus clémente envers les animaux. On va avoir vraiment des différences culturelles et ça met vraiment en évidence le fait que l'éthique, par essence, est subjective au niveau culturel, au niveau individuel. Et donc, il faut prendre absolument ce paramètre en compte quand on pense à notre responsabilité et à nos principes éthiques. On va passer au principe suivant avec Henrik. Oui, alors je vais faire le lien avec ce que tu venais de dire, Kenza. Il y a la dimension responsabilité, mais il y a aussi une dimension vie privée et sécurité. Sur les systèmes d'IA, comme la donnée est au cœur de cette technologie pour la faire fonctionner, il est effectivement important de pouvoir préserver la vie privée des utilisateurs et les données personnelles. Donc, dans les recommandations, bien entendu, c'est s'appliquer les normes qui s'y à faire. Si on prend l'exemple en France et en Europe de la RGPD, c'est évidemment extrêmement important. Juste à titre personnel, chez Microsoft, on a décidé de l'appliquer, mais à un niveau mondial. Bien entendu, il y a aussi une dimension sécurité du système, s'assurer que le système que l'on va développer est robuste, si je puis dire, face à des attaques ou à des actions malveillantes. Mais si je reprends l'exemple que tu citais tout à l'heure côté Tay, le côté malveillant peut venir aussi dans l'usage qui est fait de la plateforme. En l'occurrence, là, l'agent conversationnel a été détourné de son usage et les petits malotrus avaient compris comment l'entraîner, entre guillemets, naturellement en le bombardant de mauvaises informations et pour le faire dévier. Donc il est important dans la conception du système d'avoir cette notion de respect de la donnée privée qui est mis en œuvre, et ça peut se faire avec des pratiques, mais également avec des outils. On abordera ça effectivement tout à l'heure, et également dans la conception même de la solution, s'assurer qu'elle ne peut pas être détournée et que dans l'usage qui va en être fait et dans la conception du système, on ait les contrôles qui permettent et les garde-fous qui permettent de s'en assurer. Je pense qu'on passe au principe suivant avec Kenza sur la partie fiabilité et sécurité. Merci Henrik. On va aller vite sur ce principe qui me paraît assez évident, effectivement, dans une mesure où on veut aborder l'IA de manière sereine. Il est important, clairement, que les systèmes d'IA fonctionnent de manière fiable et sûre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on les utilise. Aujourd'hui, quand je pense à certains cas d'usage de l'IA, que ce soit par exemple sur des chantiers pour tout ce qui est, on va dire, monitoring ou suivi de certaines machines, ou encore dans l'utilisation de l'IA au niveau du secteur médical pour aider à la décision les médecins, pour les aider dans leur diagnostic. On est dans des utilisations de l'IA qui, si elles ne fonctionnent pas correctement, peuvent avoir de sérieux impacts. Donc bien évidemment, la fiabilité et la sécurité des systèmes d'IA est clé. Alors on va passer vite là-dessus. Je pense qu'il y avait une des recommandations que je trouvais intéressante et qui reste dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure d'un point de vue responsabilité, c'est le suivi continuel de ces systèmes d'IA, notamment via des processus d'audit réguliers de ces systèmes d'IA avec les bonnes personnes dans la boucle pour ne jamais lever sa vigilance de ces systèmes. L'autre principe qui est important d'avoir en tête autour des enjeux d'une IA responsable, c'est l'inclusion. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va à la fois permettre d'être plus inclusif, mais à la fois va devoir être conçue pour respecter une certaine forme d'inclusion. Si je prends un exemple, là sur le slide, vous avez le département australien des services humains avec lequel on a travaillé pour créer des outils technologiques qui permettent à des personnes qui avaient des problématiques
auditifs ou d'accès aux outils numériques, de pouvoir converser en langage naturel et poser leurs questions à ces services. Plus proche de nous, dans cette crise du Covid, on a développé avec les Hospices civils de Lyon un agent conversationnel sur le sujet. Et là, on s'aperçoit qu'avoir un agent conversationnel, donc avoir un chatbot qui est accessible de manière naturelle, permet une certaine forme d'inclusion avec des personnes qui seraient éloignées du numérique et qui auraient plus de difficultés à manipuler un site web ou une application, alors que là, ils peuvent le faire de manière en langage naturel. Mais on a aussi des solutions technologiques. Si on prend l'exemple de PowerPoint ou d'autres applications autour d'Office, on va pouvoir dicter en langage naturel, faire de la traduction simultanée, du sous-titrage simultané, mettre dans par exemple des photos dans un PowerPoint ou d'un document Word que vous écrivez, s'assurer qu'il est accessible, donc vérifier son accessibilité en termes de lisibilité pour tout un chacun. Donc, à la fois, l'intelligence artificielle va permettre de donner accès à des outils qui vont favoriser l'inclusion. Je vais donner l'exemple de l'application Seeing AI que vous pouvez télécharger sur iOS, donc S2EING AI, qui permet à des malvoyants de pouvoir comprendre leur environnement, détecter des objets, lire du texte, lire des codes barres, etc. Mais également, il est important dans la conception des systèmes IA d'être inclusif et de s'assurer que les systèmes ou les solutions vont avoir un certain respect ou une forme d'inclusion. Et pour ce faire, dans les recommandations, il est important d'avoir une diversité de profils dans la conception ou dans le test des solutions pour s'assurer du côté inclusif des solutions IA. Et on finit avec le dernier principe qui est celui de la transparence. Alors la transparence est clé aujourd'hui quand on regarde les systèmes d'IA et notamment ceux qui vont être à la base de solutions qui vont avoir un impact significatif sur la vie de certaines personnes. Je m'explique. Prenons quelques cas en exemple. Si vous prenez un système d'IA par exemple qui va servir de recommandation pour accorder ou pas des prêts à des personnes dans le système bancaire, si vous prenez par exemple des systèmes d'IA qui vont émettre une recommandation à l'embauche, ou au contraire au licenciement de certaines personnes dans une entreprise auprès des décideurs RH, et j'en passe, hein, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au cas d'usage de l'IA au service de l'armement. Non, non, dans la vie de tous les jours, on peut avoir des systèmes d'IA qui sont à l'origine de décisions qui vont impacter significativement la vie de gens. Et c'est pourquoi la transparence est clé, parce qu'aujourd'hui, ces systèmes d'IA vont être manipulés par des personnes. Donc, on a pris l'exemple des prêts, ça va être le banquier. L'exemple RH, donc ça va être un directeur, une directrice RH. Et aujourd'hui, on a besoin que ces personnes-là, aujourd'hui, quand elles ont des recommandations, quand elles ont un résultat qui est proposé par un système d'IA, elles puissent le remettre en cause si besoin. Elles puissent avoir en visibilité toutes les étapes de la décision pour potentiellement remettre en question, challenger le résultat, pour in fine le suivre ou pas le suivre selon la décision, mais en tout cas qu'elles aient cette possibilité de savoir comment est-ce que le système en est arrivé à ce résultat. C'est très important et ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la responsabilité, l'importance de vérifier que c'est aussi que ces collaborateurs, les personnes qui vont avoir entre leurs mains les systèmes d'IA, soient aussi sensibiliser à l'IA, à ses différents enjeux, aux bases de son fonctionnement, pour justement être à même d'analyser cette transparence et potentiellement de lever la main si un système d'IA n'est pas assez transparent, pour éviter qu'on soit dans la simple exécution de ce que le système d'IA aura dicté, parce qu'on n'est pas à l'abri de biais, hein, comme l'a expliqué Henrik tout à l'heure, et qu'il faut être capable de le détecter et de l'adresser. Voilà, on en a fini pour les 6 principes fondateurs de Microsoft d'un point de vue éthique. Donc c'était un retour d'expérience de nos principes fondateurs. Après, voilà, toute entreprise est bien sûr libre d'établir ses propres principes en fonction de sa culture, de ses exigences, et de sa structure. Voilà, je pense qu'on va passer à la partie pratique, mise en pratique avec Henrik.
Oui, comme tu l'as dit, Kenza, là, on vous a partagé les principes que l'on s'est donnés. Et ces 6 principes, on voit que d'autres entreprises en ont une 8, 10, mais tout cela revient au même. Donc, c'est important que vous les accapariez et que vous-même, vous ayez vos propres principes, mais également que vous puissiez le mettre en pratique. Donc, on va rentrer dans cette partie-là. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi, le mettre en pratique? Ça veut dire déjà travailler sur 2 axes. D'une part, un axe gouvernance et d'autre part, donc qui est plutôt tourné vers l'interne, et d'autre part, un axe qui est tourné vers l'externe, c'est pouvoir avoir des engagements et des partenariats à l'extérieur. Si je parle de gouvernance, c'est vraiment mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques, et on va rentrer dans les détails, qui vont vous permettre de piloter le fait que vous êtes au rendez-vous de ces principes, que ce soit dans la conception de vos outils, que ce soit dans l'utilisation de ces outils, ou que ce soit dans l'utilisation que les outils que vous mettez à disposition de vos employés ou de vos clients sont respectés. Et puis les engagements externes, on va plutôt être tourné vers comment vous pouvez contribuer ou travailler à plusieurs sur cette dimension éthique. Car personne n'a la réponse ou la science infuse, et il est important de travailler ensemble dans vos industries ou cross-industrie, si je puis dire, transversalement, avec vos pairs et avec d'autres, sur ces sujets liés à l'IA responsable, que ce soit des entités publiques ou que ce soit des entités privées. On a tous besoin de s'enrichir sur ce domaine, mais on va être un petit peu plus spécifique. Très concrètement, mettre en place une gouvernance, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut effectivement se dire, voilà, je vais avoir un bureau de l'éthique avec une personne en charge de l'éthique, donc un directeur peut-être général de l'éthique, et avoir un comité d'éthique. Donc mettre en place des personnes, des responsables, des instances qui vont permettre de mettre à jour ces principes, de surveiller leur application, de surveiller l'usage que sont faits de vos outils, de vos solutions, peut-être des données également. Donc on est là sur des recommandations de mise en œuvre, et qui doivent être, si possible, le plus pluridisciplinaire possible, et pas uniquement dans une dimension purement technologique. Après, si on parle du système de gouvernance, le système de gouvernance, il peut aussi reposer sur un certain nombre de livrables. Pourquoi pas des chartes, pourquoi pas des manuels de bonnes pratiques, pourquoi pas des comités de suivi, ou des recommandations ou de la réglementation, en tout cas, que vous allez mettre dans l'usage de vos produits, de vos solutions. Si je prends l'exemple de Microsoft, effectivement, Kenza reviendra sur le fait qu'on a un comité qui se réunit, mais également qu'on a élaboré un certain nombre de règles que l'on se refuse de voir utiliser nos produits, etc. Donc, à vous de vous approprier le mode opératoire pour suivre l'évolution de la mise en œuvre de l'IA et de cette IA responsable au sein de vos organisations et de votre entreprise. Et de diffuser également cette culture auprès de vos collaborateurs qui doivent y être sensibilisés. Merci Henrik. Alors oui, effectivement, on va rentrer une petite minute un peu plus en détail sur le comité éthique mis en place par Microsoft. Alors ce comité éthique AETER, AI and Ethics in Engineering and Research, a été mis en place au niveau US et aujourd'hui décliné dans la plupart des grandes filiales. Donc typiquement en France, Microsoft a un comité éthique local. Donc ce sont des comités éthiques qui sont assez hétérogènes, avec des personnes de la recherche, du juridique et d'une manière générale des experts d'horizons assez divers, justement pour avoir une vue d'ensemble et vraiment avoir des avis différents. Et les objectifs sont à la fois de veiller au respect des principes directeurs de Microsoft sur l'intelligence artificielle, tant dans la conception et le design même de l'IA que dans son utilisation. C'est-à-dire voilà, qu'on va vérifier que tous les systèmes d'IA qu'on met en place, qu'on veut veiller à ce que tous les systèmes d'IA qu'on met en place en interne ou auprès de nos
clients soient respectueux des différents principes dont on a parlé tout à l'heure. Et également, on veut également vérifier est-ce que l'utilisation des systèmes d'IA qu'on construit en collaboration avec nos clients soit également utilisée de manière éthique. Donc, comment est-ce que ça se traduit? Concrètement, en fait, c'est un comité qui peut être mobilisé à la demande par les équipes de vente, par les équipes techniques en interne, justement quand il y a des sujets, il y a des projets sur lesquels on a des doutes. Donc, on peut lever la main, demander l'aide du comité pour qu'il se penche sur la question et qu'il arbitre. Et à titre d'information, il y a des projets qui sont aujourd'hui parfois refusés, des projets, on va dire, commerciaux, des projets proposés par des clients que l'on refuse aujourd'hui côté Microsoft parce qu'ils ne sont pas alignés avec nos principes directeurs autour de l'IA. Donc voilà pour un exemple de gouvernance qui a été mis en place autour de l'IA au niveau Microsoft. Et puis après, donc pour parler un peu plus de l'engagement externe, donc pour se tourner un peu plus vers l'externe, on peut penser qu'il est, comme l'a dit Henry, qu'il est intéressant, voire même critique, de s'engager au niveau externe pour travailler, pour réfléchir et agir autour de l'IA et de l'éthique. On en parlait tout à l'heure quand on a parlé du moral machine, mais effectivement, aujourd'hui, on est sur un sujet, l'éthique et l'IA, qui peut être subjectif. On parlait des différences culturelles, on peut en avoir d'autres. C'est important aujourd'hui d'avancer en écosystème, d'avancer ensemble sur ce sujet. Participer à des coalitions comme l'initiative Partnership en AI était un des premiers engagements qu'a pris Microsoft d'un point de vue écosystème autour de l'IA. Donc on a rejoint Google, Amazon, Apple autour de ce partenariat. Mais au niveau local également, on a certains engagements au niveau externe. Henrik, tu peux probablement plus nous en dire là-dessus. Il est effectivement important que l'on travaille à plusieurs, et quand on a vu le plan AI for Humanity du président Macron arriver, on s'est dit nous devons travailler à plusieurs sur ces sujets-là. Certes, on a un comité d'éthique, on a un certain nombre de bonnes pratiques en tant que faiseurs d'IA et acteurs technologiques, mais qui mieux que les acteurs français de toute taille, des startups, des petites entreprises ou des grands groupes, pour travailler ensemble sur des cas d'usage concrets. D'où la création du collectif Impact AI et le groupe de travail au sein d'Impact AI qui travaille sur ces enjeux d'IA responsable et qui va travailler sur des chartes, des cas d'usage, qui va pouvoir nourrir les réflexions à la fois du collectif, mais se connecter avec des acteurs du gouvernement français ou l'Union européenne pour travailler au bon cadre de travail, au bon framework, et apporter leur savoir et leur expérience et échanger entre leurs pairs et avec les instances réglementaires pour faire avancer le sujet de l'IA responsable. Alors on l'a vu, on a parlé des principes, on a parlé des pratiques. Parlons un petit peu mais rapidement des outils qui sont à la disposition pour aider dans cette mise en œuvre de l'IA responsable. Vous avez là sur ce slide un exemple de l'ensemble des outils que nous mettons à disposition, que nous utilisons chez Microsoft, que ce soit des outils très technologiques pour éventuellement débiaiser des datasets, ou que ce soit pour favoriser l'anonymisation des données, voire même travailler sur des données encryptées comme l'encryption homomorphique, que ce soit des outils qui relèvent de chartes, que ce soit des outils qui relèvent de kits de communication. Vous avez l'ensemble là de ces ressources qui seront aussi accessibles en ligne. Je vous invite également à aller sur le site d'impact-ai.fr et sur le groupe de travail qui a référencé l'ensemble des outils qui existent sur le marché de l'ensemble des acteurs, donc à la fois technologique mais à la fois plutôt gouvernance sur les chartes, les bonnes pratiques, etc., pour en prendre connaissance et pouvoir les utiliser. Et encore une fois, ce ne sont pas que des outils techniques, ce sont aussi des outils qui relèvent de bonnes pratiques et de gouvernance et de mise en œuvre. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet sur cette partie-là. On va pouvoir conclure. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de la semaine AI Business School.
donc autour du sujet pilier de l'AI Business School, les enjeux éthiques de l'IA. Donc on espère que ça vous a été utile. Les autres piliers, du coup, ont pour certains été traités, d'autres seront traités les autres jours de la semaine. Donc on vous donne rendez-vous dès demain à 11 h pour le prochain épisode IA et stratégie d'entreprise. Sachez également que tout l'ensemble des épisodes AI Business School seront disponibles en replay. On communiquera là-dessus à la fin de la semaine. Et n'oubliez pas, pour approfondir le sujet qu'on a traité aujourd'hui ou les autres piliers de la AI Business School, je vous invite à visiter le MOOC AI Business School. Vous voyez l'adresse affichée sur le slide. Merci à tous et puis on va prendre quelques questions. Allez, c'est parti.